Un AVC toutes les 4 minutes en France. L'accident vasculaire cérébral peut survenir à tout âge chez l'adulte. C'est la seconde cause de mortalité en France, la première chez la femme. Et quand il ne tue pas, dans 40% des cas, l'AVC laisse des séquelles graves. Alors, qu'est-ce qu'il cause ? Peut-on le prévenir efficacement? Comment accompagner la récupération? Autant de questions que l'on va se poser dans cette nouvelle édition de 30 minutes santé, le magazine de l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale. Une partie des réponses, nous allons le voir, se trouve du côté de la maladie des petits vaisseaux, sur laquelle travaillent nos deux invités. Alors, professeure Stéphanie Debette, vous êtes neurologue épidémiologiste à l'Université de Bordeaux et directrice de l'Institut pour la santé vasculaire cérébrale, l'IHU-VBHI. C'est bien ça? Tout à fait, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et professeur Hugues Chabria, vous êtes neurologue, clinicien et chercheur à l'Université Paris-Cité, chef de service à l'hôpital Lariboisière et spécialiste des pathologies cérébrovasculaires. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, commençons par donner quelques définitions. Qu'est-ce que l'AVC exactement, Hugues ? Alors, l'accident vasculaire cérébral, comme le nom l'indique, c'est un accident, donc c'est un déficit clinique, une paralysie, un trouble, un engourdissement, un trouble visuel, un trouble du langage qui survient de façon brutale. Et pourquoi cet événement survient? Eh bien, parce qu'il y a deux possibilités. On a les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, qui sont dus à la rupture d'un vaisseau avec le sang qui entre dans le cerveau. C'est une hémorragie intracérébrale. Les hémorragies intracérébrales correspondent environ à 20% des accidents vasculaires cérébraux. Et l'on a ensuite les infarctus cérébraux, ce sont les plus fréquents. Et ils sont dus à l'occlusion d'un vaisseau, d'un gros vaisseau ou d'un petit vaisseau, qui va entraîner une souffrance du cerveau avec une zone qui va souffrir et qui est ischémique, d'où le nom de accident ischémique cérébral. Donc c'est-à-dire qu'il se retrouve sans oxygène. Absolument, sans oxygène, sans sang qui apporte l'oxygène, et qui va conduire à ce qu'on appelle un infarctus cérébral. Très bien. Alors Stéphanie, qu'est-ce qui cause ces AVC ? Alors, il y a plusieurs origines à ces infarctus cérébraux qui peuvent se situer à différents niveaux, à différents étages du système cardiovasculaire. Donc, premièrement, ça peut être d'origine cardiaque. On peut avoir un trouble du rythme cardiaque qui peut conduire à un infarctus cérébral. Deuxièmement, ça peut être dû à des dépôts au sein de la paroi des grosses artères qui irriguent le cerveau, telles que l'artère carotide, ou ça peut être dû à une maladie des petits vaisseaux cérébraux qui sont sur les dernières branches de l'arborescence vasculaire cérébrale. Alors ça, on est plutôt sur l'accident ischémique, l'infarctus, c'est ça? Absolument. Quand ça se bouche. Quant à l'hémorragie cérébrale, elle est dans une grande partie des cas due également à une maladie des petits vaisseaux cérébraux, différents sous-types d'ailleurs de maladies des petits vaisseaux cérébraux. Elle peut aussi être due à d'autres causes comme des malformations vasculaires par exemple, mais dans l'ensemble, on estime qu'environ un tiers des accidents vasculaires cérébraux dans leur ensemble sont dus à une maladie des petits vaisseaux cérébraux. Alors ça fait beaucoup, cette maladie des petits vaisseaux, on va pouvoir y revenir dans un instant. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus touchées que d'autres par l'AVC? Alors, les principaux facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux dans l'ensemble sont l'âge et l'hypertension artérielle, mais également d'autres facteurs de risque dits vasculaires, tels que le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité, la sédentarité, le tabagisme. Tout cela contribue à augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Alors, je dis que c'est une pathologie qui augmente avec l'âge, mais il faut savoir que ça peut aussi parfois survenir chez le sujet jeune, et d'ailleurs, la fréquence des AVC chez les sujets jeunes est en augmentation. D'accord, très bien. Hugues Chabria, quid de l'AIT, l'accident ischémique transitoire? De quoi on parle? Alors l'accident ischémique transitoire, eh bien c'est la même chose que l'AVC, mais la différence c'est que il dure très peu, quelques minutes. Donc c'est une paralysie, un trouble visuel, un trouble du langage, un trouble de l'équilibre survenant brutalement durant quelques minutes et sans laisser aucune lésion au niveau du cerveau, puisque on va imaginer qu'un petit vaisseau soit occlus et que le petit caillot qui soit à l'intérieur se dissout. Eh bien on va avoir un déficit brutal, mais qui va durer quelques minutes. Ce n'est pas, donc il n'y aura pas de séquelles après un accident ischémique transitoire, puisque tout régresse, mais c'est un signe important d'alerte
puisque le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral est très élevé, juste dans les semaines, les mois qui suivent un accident ischémique transitoire ou AIT. D'accord, donc AIT, même si ça ne dure que quelques secondes, quelques minutes, il faut aller tout de suite aux urgences. C'est une urgence et il faut effectivement se diriger tout de suite vers les urgences pour qu'un bilan soit réalisé, pour qu'une prévention puisse être mise en place le plus rapidement possible. Alors, l'urgence, la prise en charge de l'AIT et de l'AVC, c'est la course contre la montre. On est allé voir ça aux urgences neurologiques de l'hôpital Lariboisière à Paris. Lorsque l'AVC survient, le chrono est lancé. Réagir dans les toutes premières heures après le début des symptômes peut changer radicalement l'issue de la crise. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me serrer les mains, s'il vous plaît? Serrez-moi les mains. C'est pourquoi il est essentiel d'abord de savoir le reconnaître. Finalement, un AVC, c'est assez simple, puisque c'est à un moment donné, donc brutalement, une partie du cerveau qui fonctionnait et qui ne va plus fonctionner. Donc par exemple, on parlait, on ne parle plus, on bougeait, on ne bouge plus, on n'articule plus, on voyait, on ne voit plus. Est-ce que vous arriveriez à me dire bonjour? C'est ce qu'il s'est passé pour ce patient qui a 32 ans. Il s'est retrouvé avec des troubles du langage et c'est son frère qui a appelé les pompiers. Dès qu'il y a une suspicion d'AVC, la prise en charge du patient est une priorité dans les services d'urgence. Comme vous avez du mal à vous exprimer, on va vous faire une IRM pour voir le cerveau. D'accord? Ensuite, on reste auprès de vous, on est juste à côté, donc on vous abandonnera. L'élément critique, c'est la réalisation le plus rapidement possible de l'imagerie cérébrale qui va permettre de dire s'il y a un AVC ou pas d'AVC. Et s'il y a un AVC, si le vaisseau est occlus, dans ce cas-là, il faut le déboucher, ou s'il est rompu à l'origine d'un hématome cérébral. Voilà une IRM en séquence de diffusion qui va permettre de faire apparaître sous la forme d'une tache blanche la région qui est abîmée dans le cerveau. Il ne faut pas se tromper entre les deux types d'AVC pour donner au patient le bon traitement. Et dans les deux cas, les premières heures sont primordiales. À atteinte égale, le délai de prise en charge est absolument primordial. C'est un facteur qui est déterminant. Mais il y en a d'autres, la sévérité spontanée, la cause. Si vous avez une origine cardiaque, souvent, c'est des caillots qui sont de plus grande taille, qui vont donner des lésions plus importantes. Après la crise, commence le long chemin vers la récupération. À l'origine d'un gros tiers des AVC, la maladie des petits vaisseaux. Alors, ces petits vaisseaux, qu'est-ce que c'est, Chabria ? Alors les petits vaisseaux sont, comme le disait ma collègue tout à l'heure, la fin de l'arbre cérébrovasculaire. Ce sont des vaisseaux qui sont vraiment microscopiques, que l'on ne voit pas à l'œil nu souvent, et qui ont une taille inférieure à 1/2 millimètre, donc la taille d'un cheveu finalement. Et ces petits vaisseaux assurent l'irrigation permanente du cerveau en contact direct avec les neurones, les astrocytes, qui sont les cellules cérébrales. Alors on parle de maladie des petits vaisseaux, en fait il y en a plusieurs des maladies de petits vaisseaux. Absolument. Il y a même de nombreuses maladies des petits vaisseaux. Donc la plus fréquente est celle retrouvée avec le vieillissement et les facteurs de risque vasculaires cérébraux. Mais on a aussi des maladies qui sont liées simplement au vieillissement seul, ou bien d'autres qui sont favorisées par des facteurs génétiques, dont certaines qui sont purement génétiques et héréditaires. Alors comment ces maladies provoquent-elles un AVC ? Alors ces maladies provoquent un AVC parce que ce sont des maladies de la paroi des petits vaisseaux et elles peuvent favoriser l'AVC parce que ces parois ne fonctionnent plus normalement, pouvant conduire à un déficit d'apport sanguin dans le cerveau ou à l'occlusion d'un petit vaisseau, donc à l'origine d'un infarctus cérébral. C'est une expression des maladies des petits vaisseaux. L'autre expression étant, à cause de la fragilité toujours de la paroi, eh bien qu'on a une rupture au cours d'une variation, par exemple, de pression artérielle, une rupture d'un petit vaisseau, et c'est la cause la plus fréquente des hémorragies intracérébrales chez l'adulte.
Très bien, enfin très bien, non, pas très bien, c'est pas une très bonne nouvelle, mais merci pour vos réponses en tout cas. Alors qui ça concerne, cette maladie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu, on peut naître avec, puisqu'il y a un gros facteur génétique? Alors, donc comme pour les AVC dans leur ensemble, les principaux facteurs de risque de la maladie des petits vaisseaux cérébraux sont l'âge et l'hypertension artérielle. Toutefois, en effet, certaines personnes sont plus ou moins prédisposées à développer une maladie des petits vaisseaux cérébraux. Dans de rares cas, ça peut être dans le cadre de maladies héréditaires familiales, comme l'expliquait Hugues tout à l'heure. Et donc, dans ce cas, la maladie s'explique simplement par la présence d'une mutation génétique, ça suffit pour expliquer la maladie, mais dans l'immense majorité des cas, des facteurs génétiques, donc aussi d'une certaine façon héréditaires, vont contribuer au risque de la maladie sur un mode multifactoriel, c'est-à-dire c'est la prédisposition génétique, plus l'âge, plus l'hypertension artérielle qui vont prédisposer. Après, ce qu'on sait, c'est qu'à l'échelle de la population générale, lorsqu'on fait des IRM cérébrales dans la population à partir d'un certain âge, une grande partie des personnes vont présenter des stigmates de maladies des petits vaisseaux cérébraux en quantité plus ou moins importante. Et donc ça doit être pris comme un signal d'alerte, un peu comme l'a été d'une certaine façon, pour faire le point sur les facteurs de risque et puis mieux prendre en charge ces facteurs de risque, mettre en place des stratégies de prévention. Alors on va revenir là-dessus en détail sur quel type de stratégie on peut mettre en place. Alors comment on sait qu'on est atteint d'une maladie des petits vaisseaux? Est-ce qu'on doit en arriver à l'IRM pour se rendre compte qu'il y a déjà des lacunes? Alors, à l'heure actuelle, c'est en effet principalement par l'imagerie cérébrale qu'on détecte cette maladie des petits vaisseaux cérébraux, et tout particulièrement l'IRM cérébrale, qui permet de visualiser différentes caractéristiques de cette maladie. Donc, on peut voir, par exemple, ce qu'on appelle des lacunes, des petits trous dans le cerveau qui correspondent à des tout petits infarctus, ou des micro-saignements, pareil, des toutes petites taches qui correspondent à un saignement passé, ou alors des plages blanches dans le parenchyme cérébral, hein, qui reflètent un manque d'oxygénation chronique probablement. Donc ça se détecte en effet la plupart du temps fortuitement sur une IRM qu'on a pu effectuer pour un mal de tête, une chute, un vertige ou dans un autre contexte. Alors détecter ça de manière moins fortuite, ça fait partie des recherches sur lesquelles vous travaillez, vous deux, on va y revenir, car si l'accident vasculaire cérébral survient de façon brutale et ponctuelle, la récupération, elle, est très longue, donc d'où l'intérêt d'essayer de ne pas en arriver là. Pour en parler, on va rejoindre Laurent Monfeugat, qui est vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Bonjour Laurent. Bonjour Elodie. Alors, AVC Tous Concernés, c'est une association reconnue d'intérêt général, le siège est en Gironde. C'est ça. Vous faites beaucoup de prévention, de sensibilisation, mais aussi beaucoup d'accompagnement sur l'après chez les patients qui ont souffert d'un AVC. Vous avez vous-même eu un AVC en 2018 à 54 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors j'ai eu un AVC cérébelleux, ischémique, et ça s'est passé, j'étais au travail et d'un seul coup j'ai eu un très fort mal de tête et je suis tombé et je me suis pas relevé pendant plusieurs mois. D'accord. Vous avez eu des séquelles après cet accident? Alors j'ai eu des séquelles au début, oui, puisque j'étais totalement allongé, j'avais un handicap physique, j'avais un handicap aussi au niveau de la déglutition, un handicap au niveau de l'œil, puisque là c'est affaissé. Et après, la rééducation a fait que j'ai pas mal récupéré, mais par contre il reste des séquelles invisibles qui, pour les yeux de la plupart des gens, croient que je ne suis pas handicapé. Malheureusement, il y a encore de l'handicap intérieur qui me gêne toute la journée. Alors la récupération, vous me disiez lorsqu'on préparait cette rencontre, c'est long. Chez vous, ça a pris 9 mois. C'est ça. C'est très long. Oui, mais je peux m'estimer heureux parce que les gens qu'on rencontre, justement parce que vous aviez évoqué les CAF AVC, on voit des gens qui sont encore en centre de rééducation pendant des périodes plus longues. Donc, au bout de 9 mois, avoir récupéré l'équilibre, une bonne partie de l'équilibre, l'alimentation standard, le permis de conduire, puisque je l'ai perdu, je peux m'estimer ayant heureux d'avoir aujourd'hui pas trop mal récupéré. Vous avez pu reprendre le travail? Alors, j'ai repris le travail parce que c'était une obsession. Dans les premiers jours de l'AVC, après que j'ai fini aux urgences, je ne pensais qu'à ça. Je pense que c'était lié à
une reconnaissance sociale, puisque j'adorais ce que je faisais. Pourquoi je le conjugue au passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été licencié pour inaptitude au travail, parce que j'ai essayé de venir, et que malheureusement, j'ai pas pu, parce que, comme disaient les professeurs, dans les facteurs d'AVC, il y a aussi lié la fatigue, qui est de plus en plus importante. Et moi, j'ai quand même quelques troubles de l'élocution, et comme je travaille dans le domaine commercial, c'était quand même embêtant de ne pas pouvoir discuter avec les clients. C'est quelque chose que vous avez très mal vécu? Si ça s'était passé tout de suite après l'AVC, oui. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette notion de lien social. Quand on travaille, on en a un. Quel qu'il soit le métier qu'on fasse. Pourquoi? Parce qu'on rencontre ses collègues, et donc on a une vie. Elle plaît ou elle plaît pas, mais on a une vie. Si du jour au lendemain, on vous dit vous ne reprendrez pas le travail, si vous me permettez l'expression, c'est le millefeuille qui monte. Donc j'ai repris, j'ai pas pu, j'ai essayé, et aujourd'hui j'ai retrouvé un sens à ma vie en faisant partie de l'association et d'autres activités qui me tiennent aujourd'hui beaucoup à cœur et pour lesquelles je suis pas mal investi. Cet isolement, c'est l'une des choses auxquelles votre association essaye de répondre dans cet accompagnement. Dites-nous comment vous faites ça. Vous avez évoqué les cafés AVC. Oui, alors café, tout simplement parce que ça se passe au moment du café. Et AVC, comme son nom l'indique, c'est pour parler des AVC. Donc c'est des moments de causerie entre victimes d'AVC que l'on fait dans les centres de rééducation, sauf un, dans la région bordelaise, qui a été le premier café AVC dans un vrai café. Donc ce sont des moments où les patients, les aidants viennent échanger avec nous. Oui, parce que c'est pas que les malades, hein. C'est aussi les familles, les gens qui les accompagnent. C'est ça. Pour qui la vie change complètement. Tout à fait. C'est-à-dire que les aidants, ils vivent l'AVC par procuration, où au bout d'un moment, ils disent peut-être stop, et des vies peuvent se retrouver totalement changées. Donc la victime, là, et puis sa vie peut avoir changé sur un plan professionnel, sur un plan affectif, et c'est un peu... Des vies sont totalement brisées. Et le fait d'échanger entre victimes et aidants, c'est des moments d'échange, on va dire, sans nous envoyer des fleurs aussi de réconfort, parce que on voit souvent les patients revenir, même des patients qui sont sortis des centres de rééducation, reviennent librement au moment de nos cafés AVC, parce qu'ils ont l'information et qui viennent parce que ça leur fait plaisir. Et nous aussi, les cafés AVC, c'est un échange mutuel, et c'est un enrichissement mutuel. C'est une façon aussi de vaincre l'isolement qui se subit pas seulement par le changement de vie, mais aussi dans la récupération. Des fois, les centres de rééducation, on me dit, sont très isolés, physiquement isolés. Alors, pour certains, il y en a certains qui sont, par exemple, je vous parle de Bordeaux, puisque c'est l'endroit d'où je viens. Certains sont dans la métropole, dans le centre de Bordeaux. D'autres sont plus en région rurale. Mais il ne faut pas oublier que c'est peut-être bien aussi qu'ils soient un peu isolés, parce que l'AVC, il ne se passe pas qu'en métropole. Il se passe sur toute la France. Vous avez donné le chiffre de tout à l'heure, 150 000 AVC. Donc, être proche de sa famille, c'est énormément important pour la récupération. D'accord. Alors, ces cafés, c'est un moment pour échanger, pour vaincre l'isolement. C'est aussi un moment pour aider les gens à avancer. J'espère que cette expérience partagée inspirera d'autres associations partout en France à organiser le même genre de rendez-vous. Merci Laurent d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et alors, pour en savoir plus sur les activités de AVC tous concernés, vous pouvez vous rendre sur leur site internet dont on va vous afficher l'adresse à l'écran. Merci Laurent. Merci à vous. Alors, on va maintenant parler de vos recherches respectives sur les maladies des petits vaisseaux. Stéphanie Debette, l'un des grands axes de recherche sur lesquels vous travaillez, c'est de détecter les signaux précoces, dont on a commencé à en parler tout à l'heure, donc pour mieux prévenir, donc avant qu'il y ait trop de lacunes et trop d'effets néfastes de ces maladies. Comment est-ce qu'on fait ça ?
Alors, en effet, notre recherche a deux finalités principales. La première est de pouvoir détecter plus précocement et plus précisément cette atteinte des petits vaisseaux cérébraux afin d'identifier les personnes qui seront les plus susceptibles d'évoluer, c'est-à-dire d'avoir une progression de ces lésions, et surtout les plus à risque de développer non seulement un accident vasculaire cérébral, mais je crois qu'on ne l'a pas encore mentionné, aussi une démence, puisque ces lésions peuvent aussi accroître le risque de développer des troubles cognitifs et une démence. Donc ça, c'est un des axes de recherche sur lesquels nous travaillons. Le deuxième est d'accélérer l'identification de nouvelles cibles et molécules thérapeutiques, parce que même si l'on a actuellement des outils de prévention, notamment une prise en charge optimale de la pression artérielle, il nous manque des traitements spécifiques de cette maladie, et c'est ce à quoi nous travaillons en utilisant de grandes cohortes de patients et de volontaires sains de la population générale qui se prêtent à la recherche, sur lesquels on va étudier les lésions sur l'IRM cérébral, mais aussi des paramètres génétiques et des molécules qui circulent dans le sang pour essayer d'identifier des biomarqueurs en particulier, et puis des mécanismes sous-jacents. Autant de choses en fait qui nous permettraient d'avoir des pistes de diagnostic plus précoces avant de voir les lésions apparaître sur les IRM. Professeur Chabriat, vous aussi vous travaillez sur la recherche de marqueurs, mais vous vous concentrez sur les maladies rares. Exactement. Donc à l'hôpital Lariboisière, en lien avec le département de neurologie et un réseau de centres de compétences, on coordonne le centre de référence pour les maladies rares des vaisseaux cérébraux, et en particulier des petits vaisseaux cérébraux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a, nous, des maladies génétiques, avec un gène qui est responsable d'une maladie des petits vaisseaux. Et grâce à ce marqueur, on peut regarder et examiner les patients de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 80 ans, avant même la survenue de l'accident vasculaire cérébral, parfois 20, 30 ans, 40 ans avant la survenue d'un événement clinique. Et ceci nous permet, grâce à ce modèle, en quelque sorte, de rechercher aussi un biomarqueur ou des biomarqueurs qu'on pourra éventuellement appliquer en population générale. Et une chose aussi très importante, c'est qu'on a appris à travers l'étude de ces maladies génétiques rares, ces maladies des petits vaisseaux évoluent pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors que quand on veut tester un médicament, on le fait souvent sur une durée limitée, 1 an, 2 ans au maximum. Et donc ça nous met en question l'évaluation de la meilleure stratégie pour tester les médicaments dans ces maladies dans l'avenir. Alors à l'échelle de la population ou à l'échelle d'une maladie donnée, eh bien, il y a des tas de questions qui se posent concernant la prévention future de ces maladies et comment on doit intervenir, à quel moment on doit intervenir, chez quel patient on doit intervenir. Vous voyez, il y a des tas de questions qui sont soulevées grâce à l'étude de ces maladies rares. Mais cette problématique, elle va se poser à la population générale sur d'autres aspects. Alors oui, vous nous l'avez bien expliqué. Finalement, ce que vous faites sur les maladies rares est aussi complémentaire avec ce que vous faites sur des très très grandes cohortes à l'échelle internationale d'ailleurs, hein, parce que vous travaillez avec des collaborations internationales, parce que vous pouvez partager ces marqueurs que vous trouvez, et ça vous permet d'aller regarder ce qui se passe dans les populations globales. Alors, vous travaillez tous les deux beaucoup sur l'imagerie. Les IRM, c'est une partie importante de vos données. À quoi elles vous servent exactement sur la détection de marqueurs? Alors dans la recherche, on utilise en fait l'IRM pour quantifier la charge en lésions typiques d'une maladie des petits vaisseaux cérébraux et aussi leur topographie, leur nature, puisqu'il y a plusieurs marqueurs différents et en fonction de cette combinaison, ça permet d'avoir des indications sur le sous-type de maladie des petits vaisseaux cérébraux qui pourrait être sous-jacent et puis d'étudier si certaines caractéristiques en imagerie sont plus prédictrices d'une évolution défavorable de la maladie ou pourrait être au contraire refléter quelque chose de plus stable qui est moins à risque de développer un AVC et une démence. Alors vous nous l'expliquez, l'IRM nous permet de voir les lésions provoquées par les maladies des petits vaisseaux, mais on ne peut pas voir ces petits vaisseaux. Par contre, il y a une autre technique d'imagerie que vous utilisez dans la recherche, aller regarder dans les yeux ce qui se passe. Pourquoi ça nous intéresse ? Alors, en effet, à l'heure actuelle, il est difficile de visualiser les petits vaisseaux. Hugues Chabriat l'expliquait tout à l'heure, ils sont vraiment de très petite taille. Donc, en IRM cérébral, au quotidien, dans les IRM qui sont utilisés dans la pratique clinique, ce n'est pas possible de les visualiser. Et donc, on utilise la rétine comme une fenêtre sur les petits vaisseaux cérébraux. En effet, il y a des similitudes dans le développement de la vascularisation rétinienne et cérébrale. Et par des techniques à très haute résolution, on arrive à voir
de façon très précise la microvascularisation rétinienne, à la fois sa structure et sa fonction. Et d'ailleurs, l'équipe d'Hugues Chabria a déjà effectué des travaux pionniers dans ce domaine en étudiant l'association de ces marqueurs microvasculaires rétiniens avec des paramètres cliniques et en imagerie chez les patients atteints de formes génétiques de maladies des petits vaisseaux cérébraux, et nous nous intéressons de notre côté à ces associations dans la population générale. C'est poétique, hein, les yeux comme fenêtres sur ce qui se passe dans le cerveau. La finalité dans vos recherches, à tous les deux, on l'a bien compris, c'est la prévention. Qu'est-ce qu'on peut réussir à prévenir? C'est-à-dire que si on arrive à trouver des bons marqueurs, quelle avance on réussirait à avoir sur des accidents comme l'AVC ou sur des démences? Prévenir, c'est d'abord détecter. Et pour ça, il faut mettre... on a déjà l'imagerie cérébrale qui nous permet de détecter des lésions parfois 20 ans après la survenue d'un événement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre 20 ans, 30 ans d'avance sur certaines Absolument. Sur Toute la question, c'est quelle stratégie, quel type de traitement doit-on appliquer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut marcher? Donc il y a des tas de questions qui se posent et les questions sont un peu différentes lorsqu'on est dans une maladie génétique rare et lorsqu'on se trouve en population générale. Alors, dans la population générale, on comprend bien quand on voit l'incidence des AVC notamment, et puis les démences, vous en avez parlé, l'intérêt de pouvoir détecter tôt, très très tôt, 20 ans, 30 ans avant qu'il y ait des gros dégâts irréversibles. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à mettre en place un parcours? Il me semble que vous travaillez là-dessus, d'ailleurs respectivement, à Bordeaux et à Paris. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à mettre en place un système pour prévenir ça? Alors, en effet, donc, il y a un grand problème actuellement pour la détection de ces lésions qui sont des stigmates de maladie des petits vaisseaux cérébraux, c'est qu'on n'a pas de parcours patient, de prise en charge de ces patients qui est préexistant. Donc, on envisage de mettre en place des cliniques de prévention de ces formes silencieuses, finalement, ou peu symptomatiques, de maladies des petits vaisseaux cérébraux avant que ne survienne l'AVC et ou un déclin cognitif et une démence, pour pouvoir en identifier les facteurs de risque et puis mieux les prendre en charge et puis optimiser du coup les stratégies préventives. Et donc nous sommes en train de mettre en place à la fois au sein de l'Institut hospitalo-universitaire sur la santé vasculaire cérébrale à Bordeaux et au sein de la clinique de neurologie de l'hôpital Lariboisière des cliniques de prévention miroirs qui vont être respectivement spécialisées dans les formes rares et fréquentes de cette maladie. Et puis, un autre aspect qui a été souligné par Laurent Monfogat tout à l'heure est que cette maladie, elle touche tout le monde. Elle touche aussi les zones rurales, elle touche aussi des pays dans le monde entier, en fait, même des pays à moindre ressources. D'ailleurs, la fréquence des AVC, sa sévérité est maximale dans les pays dits des Suds. On sait qu'au total, ça touche 100 millions de personnes dans le monde. Donc, on doit pouvoir aussi atteindre les zones plus reculées, rurales au sein de notre pays, et puis les zones qui ont moins accès à des IRM dans le monde entier. Oui, parce que c'est ça, on parle d'IRM. L'IRM, c'est des grosses machines, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des grosses infrastructures autour pour pouvoir utiliser ces machines-là, parce qu'on est sur des champs magnétiques, on est sur beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire des IRM portables comme les petites échographies qu'on voit dans les ambulances? Alors, c'est tout à fait intéressant comme question, parce qu'en effet, ça se développe. Alors que d'un côté, on voit une augmentation de la technologie vers des IRM à très haut champ qui permettent de voir des choses très très précises, on voit aussi de l'autre côté une évolution très intéressante vers des IRM à bas champ magnétique qui du coup sont moins coûteuses, moins énergivores et qui à l'extrême sont aussi déplaçables. Certaines peuvent même se brancher dans votre prise de courant, dans votre bureau, dans une salle de consultation, et donc elles permettraient d'amener l'IRM vers les patients qui se trouvent dans des zones reculées. Donc ce sont des recherches qui se développent actuellement. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer du coup la qualité des images qui sont acquises sur ces IRM à plus bas champ. C'est-à-dire qu'on a une moins bonne définition sur ces IRM, mais l'aide de l'intelligence artificielle permettrait de détecter des choses que du coup, à l'œil nu, on ne peut plus voir. Absolument, tout à fait. Donc, ça permet d'accroître la définition des images. Et donc, nous travaillons au sein de l'Institut VBHI avec des physiciens spécialisés justement dans ces IRM à bas champ, et également par des neuroscientifiques qui sont spécialisés dans des approches d'intelligence artificielle pour accroître la précision des données qu'on peut acquérir avec ce type d'image. Et puis, bien sûr, il est essentiel, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, d'intégrer cela dans des collaborations internationales afin que ces recherches puissent d'abord bénéficier de l'expertise de nos collaborateurs internationaux, mais aussi bénéficier aux patients dans les zones plus reculées dans le monde entier.
Notre émission touche désormais à sa fin. Merci Stéphanie Debette et Hugues Chabria d'avoir répondu à nos questions. Merci à Laurent Monfeugat de nous avoir rejoints, à Éric Jouvent d'avoir accueilli notre reportage et merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 30 minutes santé. Merci à Samia Saya à l'initiative de cette émission et à l'INSERM. Et merci à toute l'équipe de production pour sa réalisation. À bientôt.